Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Merci Catherine de cette invitation. C'est avec plaisir que je vous présente les éléments qui entourent le guide de soutien au retour au travail, qui est une approche qui est centrée essentiellement sur le travail. Euh, il faut dire qu'avant de publier, en fait, de conceptualiser le guide, j'ai eu l'occasion de travailler pendant plus d'une vingtaine d'années à me poser des questions, à savoir qu'est-ce qui fait que les gens s'absentaient pour des problèmes de santé mentale, qu'est-ce qui faisait en sorte que certaines personnes reviennent, d'autres pas. Qu'est-ce qui amène des prolongations, des absences pour des problèmes de santé mentale et comment le processus de rétablissement s'organise et aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qui fait aussi que ceux qui reviennent restent alors que d'autres reviennent et repartent? Et rapidement, il y a quelques grands constats qui sont sortis de ces travaux-là. Le premier, c'est de vraiment réaliser à quel point l'importance des problèmes de santé mentale pour plusieurs des travailleurs qui s'étaient absentés, une bonne partie de la problématique était reliée à ce qu'ils avaient vécu dans le cadre du travail. L'autre élément important, c'était aussi de considérer que c'est pas parce qu'on revient le retour au travail ne marque pas la résolution des problèmes de santé. C'est pas parce qu'on revient au travail que ça se passe nécessairement bien. Il y a toute une réflexion à savoir dans quelle mesure on revient au travail et en étant aussi capable de s'y maintenir. Et j'ai réalisé aussi que tout le processus de rétablissement, s'allonge, puis le retour au travail est risqué lorsqu'on ne prend pas en compte les dimensions du travail qui ont précédé l'arrêt de travail et ou encore celles qui vont survenir dans l'avenir et qui peuvent affecter le retour au travail. C'est donc à partir de ces premiers constats-là, ces constats-là ont ouvert vraiment la voie à la nécessité d'ouvrir une réflexion sur la capacité d'engager une démarche, directement à l'intérieur des milieux de travail, au sein même des milieux de travail et c'est à partir de cette réflexion-là, j'ai eu, l'occasion avec le soutien de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail de concevoir, d'implanter puis d'évaluer toute une démarche, un programme de soutien au retour au travail avec les intervenants des milieux de pratique, les acteurs du milieu, la haute direction, les supérieurs immédiats, le syndicat, le service santé, qui étaient concernés par le processus de retour au travail de travailleuses et travailleurs qui sont en absence pour des problèmes de santé mentale. Au niveau de la méthode de recherche, en fait, ce projet pilote-là a été réalisé dans le secteur des santé de la santé et des services sociaux dans une organisation qui avait, autour de 4 000 employés. Au niveau de la méthodologie, on s'est basé à la fois sur des approches de théorie de programme où on a conçu ensemble un programme théorique, puis après ça, on a développé un modèle opérationnel et on l'a implanté et puis évalué, mais aussi, à partir de réalisations d'entrevues qui ont été faites auprès de chacun des groupes d'acteurs du milieu pour voir quelles étaient leurs visions, hem, du retour au travail, de l'absence pour des problèmes de santé, mais aussi quelles étaient leurs pratiques et leurs modes de fonctionnement dans le travail. J'y vais rapidement, mais si vous voulez avoir plus de détails, il y a un rapport de recherche qui a été publié à l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail qui présente là, tous les résultats de ces travaux-là. Et ces travaux-là ont mené à la publication, à l'élaboration du guide pour soutenir le retour au travail puis favoriser le maintien en emploi. Puis c'est ce guide-là que je vous présente aujourd'hui. En fait, l'objectif principal de ce guide-là, et sa spécificité, on peut dire son originalité, c'est vraiment un programme qui reconnaît le rôle central du travail sur la santé, sur la nécessité d'agir sur le travail. Si on veut assurer pas seulement le retour au travail, mais aussi le maintien en emploi. Et cette démarche-là est axée sur le travail, mais elle vise aussi à aller beaucoup plus loin qu'une intervention cas par cas. L'objectif ultime, c'est aussi de passer d'une approche de réadaptation individuelle à une approche organisationnelle qui va nous permettre de remonter jusqu'à la prévention. Donc, lier la question de la réadaptation à la prévention des problèmes de santé mentale au travail.
Le guide est divisé en 4 parties. La première présente les différents éléments, importants à considérer avant d'implanter la démarche, et une des prémices majeures, c'est d'être capable de mettre le travail au cœur du processus, aller au-delà d'une intervention biomédicale pour entrer dans une démarche axée sur le travail. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment que l'organisation, est d'accord pour agir et intervenir sur le travail et donc on va se doter de pratiques qui va permettre d'analyser les situations de travail et c'est une perspective qui engage tous les acteurs du milieu. Et un des éléments importants, c'est d'être capable de voir dans quelle mesure dans nos organisations, on a également toutes sortes d'enjeux contradictoires qui vont venir cacher, des pratiques qui vont, entrer en contradiction les unes avec les autres, dont entre autres le fait qu'on fait face à une rationalité économique autour des coûts élevés des absences et souvent une logique d'assurance qui vont moduler nos pratiques et nos interventions et ça s'oppose parfois à la rationalité plus humaine et subjective, qui est la place qu'on accorde à la santé, la place qu'on accorde à la conceptualisation du travail comme un lieu d'accomplissement de soi et de bien-être. Et ces enjeux contradictoires souvent vont miner la crédibilité de l'approche, la confiance des acteurs à pouvoir agir sur le milieu. Par exemple, ce qu'on va voir apparaître, c'est que des fois, on va demander, entre autres, aux supérieurs immédiats d'être à l'écoute de leurs travailleurs, d'être, en soutien, pour aider les travailleurs qui reviennent à la suite d'un problème de santé mentale. Mais en même temps, on va les évaluer pour leur capacité à diminuer rapidement les coûts d'absence et les inciter à avoir certaines pratiques plus coercitives de retour rapide. Et ça va se faire, on va se retrouver finalement avec des pratiques qui vont s'annuler les unes et les autres et qui vont venir, retarder, invalider ou vraiment nuire grandement à l'application d'une démarche comme, d'implantation en fait du soutien au retour au travail. Et c'est important en fait d'être capable de voir, clarifier ces enjeux contradictoires et on va voir que dans la deuxième partie, l'implantation de la démarche, va nous indiquer différentes modalités qui vont venir soutenir la capacité d'implanter la démarche, dont entre autres, la première étape qui va nous permettre de passer des bonnes intentions à l'action. La haute direction doit être capable de s'engager à clarifier sa position de soutien en faisant la promotion, de la nécessité d'agir sur le travail. Donc à clarifier le fait qu'elle choisit cette orientation-là, qui va être d'être capable d'intervenir sur les dimensions du travail, mais aussi s'assurer qu'il y a une compréhension commune de cette vision-là, puis de la cohésion des pratiques entre tous les acteurs. Donc, on va essayer vraiment de lever le voile sur les enjeux et les pratiques contradictoires pour s'assurer qu'on a une cohérence dans la pratique des uns et des autres. Pas seulement entre les différents acteurs, c'est-à-dire les groupes d'acteurs syndicaux, le supérieur immédiat ou les services santé, mais même à l'intérieur des mêmes acteurs, à savoir entre les différents supérieurs immédiats, qu'il y a une cohérence dans les pratiques. Et ça prend du temps. Pour ce faire, il faut en arriver à préciser les rôles et les responsabilités de chaque personne ou de chaque groupe d'acteurs qui est appelé à intervenir dans la démarche. La troisième partie de la démarche présente les 7 étapes, très opérationnelles de la démarche auprès des travailleurs en absence. Amorcer la démarche, dès les premières procédures administratives, en deuxième plan, établir les premiers contacts avec l'employé, en troisième, accompagner les travailleurs dans son rétablissement, préparer une rencontre avec le supérieur immédiat, ensuite planifier puis élaborer un plan de retour, faciliter le retour au travail et mettre en œuvre tout le plan de retour et assurer tout le processus de suivi, puis apporter des ajustements nécessaires là, après le retour au travail. Ce sont les 7 étapes et je vous dirais qu'à l'intérieur de ces étapes-là, l'idée, en fait, c'est d'accompagner
le travailleur tout au long de son processus de rétablissement. D'être capable de préparer le retour au travail bien avant le retour du travailleur pour l'aider à travailler sur l'anticipation de retour. Où est-ce qu'on disait tout à l'heure que pour une partie des travailleurs en absence, les motifs de retrait, une partie des difficultés qui ont conduit à l'arrêt de travail, sont dans le ont été des difficultés, vécues dans le cadre du travail. Il faut être capable, pendant le rétablissement, de savoir qu'on ne va pas revenir dans les mêmes situations. Alors, faut être capable de penser pour bien se rétablir, qu'on est capable de revenir dans une situation qui va pas nous remettre à risque de rechute. Et donc, on va voir que dans le processus des étapes, on va ouvrir un espace de discussion sur la question du travail. On va aussi préparer un espace de discussion entre le travailleur et son supérieur et on va en arriver à planifier et à élaborer conjointement un plan de retour au travail, qui engage des transformations, du travail et des conditions d'exercice qui pouvaient prévaler, à l'arrêt de travail. Donc en fait, on va ouvrir un espace pour penser, je le dirais, pour repenser le travail. Un espace qui va permettre aux travailleurs à la travailleuse et au travailleur de parler de son travail, de ce qu'il fait, des difficultés qu'il rencontre, ce qui le préoccupe, mais aussi de ce qui compte pour lui, de ce qui donne un sens à son travail. On va ouvrir un espace pour discuter de ces aspects-là aussi avec le supérieur immédiat dans un deuxième temps. Écouter le travailleur, écouter ce que le travailleur a à dire, prendre le temps de connaître puis de comprendre ce qu'il fait, puis de lui donner les marges de manœuvre pour apporter des changements dans son travail. En fait, ce qu'on va faire, on va opérer un renversement des facteurs de risque à la santé mentale en facteurs de protection et de prévention. Parce que ce qu'on voit, on voit qu'on sait au niveau de toutes les études solides qui ont été menées au cours des 20 dernières années, ont solidement démontré que le manque de reconnaissance au travail, un faible soutien de la part des supérieurs et des collègues, l'absence de pouvoir décisionnel pour décider comment faire son travail sont les plus importants facteurs de risque à la santé mentale. Et à l'inverse, se sentir soutenu dans les situations difficiles, avoir de l'influence sur son travail, se sentir respecté et estimé, ce sont des facteurs de prévention en santé mentale au travail. Et c'est donc la manière dont le processus d'écoute, de soutien des travailleurs, de reconnaissance des situations qu'ils vivent, qui sont des manières, en fait, d'injecter du soutien, de la reconnaissance et de redonner au travailleur le sentiment qu'il a un certain contrôle, sur son travail, sur ce qu'il vit, au niveau de ce et sur ce sur ce qu'il conçoit comme possibilité de d'agir et de soutenir son retour au travail. Donc, évidemment qu'une démarche comme celle-là, qui va questionner le travail et l'organisation du travail, va soulever des grands défis, grands enjeux aussi pour les supérieurs immédiats. C'est difficile quand même de reconnaître le rôle du travail et des pratiques de gestion parfois sur, ses effets l'effet des pratiques de gestion sur la santé des personnes. Donc ça demande, c'est un défi important à relever pour les supérieurs immédiats de s'engager dans une démarche comme celle-là. Parfois, de passer d'un paradigme plutôt de gestion puis de contrôle des absences à un paradigme plutôt axé sur le soutien de l'accompagnement des personnes, ça demande toute une transition. Mais je dirais que le plus important, c'est d'arriver pour les supérieurs immédiats qui auront à accompagner les travailleurs en absence, c'est aussi de se faire entendre de la direction, de la haute direction et d'être soutenu dans l'implantation des mesures de soutien. En fait, la capacité d'écoute du supérieur immédiat va dépendre de la capacité avec laquelle, de son côté, il pourra être écouté par ses supérieurs. Et ce sont vraiment des enjeux extrêmement importants. On ne peut pas s'attendre à ce que les supérieurs immédiats soient capables d'entendre et de comprendre ce que vivent les travailleurs si de leur côté, ils sont pas eux aussi écoutés dans les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pratique de gestion et l'opérationnalisation de leur mandat sur le terrain. Pour pouvoir ouvrir ce processus d'écoute, il faut l'ouvrir des 2 côtés.
La dernière étape, la quatrième partie, en fait, vise vraiment à aller plus loin d'un processus, d'une démarche cas par cas pour nous amener à passer de la réadaptation à la prévention. Une approche, d'aide à l'organisation du travail. On va tenter de passer du PAE, du programme d'aide aux employés, si je peux le dire comme ça, à un programme d'aide à l'organisation. L'objectif, en fait, c'est de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de remonter la démarche jusqu'à la prévention. À partir des dimensions du travail, identifiées par le travailleur en absence, mais aussi en relation aussi avec le supérieur, voir dans quelle mesure, les dimensions qui peuvent nuire, qui sont susceptibles de nuire ou encore être favorables à la santé mentale, qui ont été discutées on pourrait aussi concerner d'autres travailleurs. On va essayer d'engager un processus de réflexion puis de discussion pour, voir dans quelle mesure la situation vécue dans le cas par cas peut être aussi une situation beaucoup plus large, vécue au sein d'un département, d'une équipe de travail. Et là, d'ouvrir et d'engager une réflexion et une discussion au sein des équipes ou du département pour amorcer toute une réflexion qui, elle, va avoir un effet du côté de la prévention. On va passer vraiment d'une approche de cas par cas à une approche organisationnelle, comme on le fait dans une démarche, de santé au travail. En fait, l'idée, c'est vraiment de remonter la démarche de réadaptation jusqu'à la prévention et c'est une perspective qui est essentielle pour assurer non seulement le retour, mais le maintien en emploi des travailleurs en absence et s'assurer que les autres qui sont présents, qui sont au travail, vont pas, non, eux aussi s'épuiser. Donc, on a toute une intervention qui va nous assurer le maintien, mais aussi toute la rétention de la main-d'œuvre. Le but ultime vraiment de l'approche est d'aller jusqu'au bout pour assurer ce passage-là de la réadaptation, à la prévention. Vraiment c'est aussi, essentiel pour s'assurer, de pouvoir développer puis de créer un environnement qui est propice au maintien d'emploi des travailleurs et qui est propice aussi à l'intégration de l'ensemble des travailleurs qui vont se joindre, aux équipes de travail. Donc c'est une démarche intégrée, qui va nous permettre éventuellement de passer d'un programme d'aide individuel, à un programme d'aide organisationnel. Il y a quand même certaines limites, qu'on observe parce que différentes entreprises les ont implantées. Il y a plusieurs organisations ou entreprises qui sont encore réticentes à mettre en œuvre une approche qui questionne le travail et son organisation. On a encore des fois tendance à être plutôt dans des approches où est-ce qu'on veut la réduction des taux d'absence, à très court terme, alors qu'une démarche comme celle-là est plus intégrée, mais beaucoup plus efficace à long terme. Mais aussi, on a certaines entreprises qui vont implanter la démarche, mais qui prennent pas toujours le temps de lever le voile sur les pratiques contradictoires et qui vont, comme je dis parfois, qui vont tricoter le gilet d'un côté, le détricoter de l'autre. Et c'est extrêmement important de se donner les moyens de s'assurer que tous les rôles et responsabilités de chacun, sont organisés en cohérence les uns avec les autres. Ces étapes cette situation-là nous amène aussi, à poursuivre nos travaux dans le cadre de la subvention avec, Catherine Lepel pour développer avec et pour les acteurs syndicaux un guide de soutien à l'implantation d'une démarche de retour qui va prendre en compte à la fois les dimensions organisationnelles, juridiques et politiques du travail. Donc c'est nos chantiers. On poursuit ces réflexions-là, plus en soutien, des acteurs syndicaux pour avancer là, sur, notre capacité d'agir, d'intervenir et de transformer en fait, le milieu de travail. Je dirais que c'est peut-être une question d'autant plus importante qu'on a actuellement, la situation de la COVID qui peut amener des processus de retour extrêmement risqués au cours du et autour duquel on a besoin de réfléchir pour s'assurer que les retours au travail vont s'accompagner d'une capacité de se maintenir, de soutenir les travailleurs pour qu'ils puissent aussi se maintenir en emploi à la suite du retour. Alors voilà, merci de votre attention, merci aussi de votre présence virtuelle. Vous pouvez télécharger le guide, en français et en anglais, sur le site.